Oui, oui. Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à toutes et tous qui êtes avec moi. Alors, je vais d'abord faire les présentations. Le sujet, je pense que vous le connaissez. Nous sommes ici pour parler de la Chambre des Merveilles, écrit par Julien Sandrel qui était avec nous. Bonjour Julien. Adapté au cinéma, donc qui est édité par produit par Eric Gielman, pardon, et Jericho Film, édité par vous, Philippe Robinet, Calman Lévy, et qui a été adapté au cinéma par Juliette Salle et Fabien Suarez, qui sont également avec nous. Donc bonjour à toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui. L'idée, c'est de retracer l'histoire de de cette success story, parce que en fait un premier roman qui est un succès littéraire, qui est adapté au cinéma, enfin qui est optionné au cinéma puis adapté, parce qu'il y a toujours une différence entre les deux, et qui finit à l'heure où on se parle, il va faire au moins, enfin on a 550 000 entrées à peu près. On peut dire que c'est une belle success story. Donc on est en train de, l'idée c'est de voir comment elle a démarré cette success story, par quoi vous en êtes passé, quelles ont été toutes les étapes de cette adaptation et les problèmes que vous avez dû surmonter, puisqu'on est sur quelque chose qui a commencé avant le Covid, mais qui se termine après le Covid. Et Eric, je pense que tu nous diras qu'effectivement ça a un impact. Voilà, donc on est là pour aborder tout ça, et puis évidemment à la fin, si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr les poser. On gardera quelques minutes. En fait, la première idée, pour qu'il y ait un roman adapté, il faut un roman. Et quand on est dans le marketing, dans l'agroalimentaire, en fait, on n'est pas prédisposé, Julien, à être romancier. Donc, comment, on arrive à écrire son premier roman et comment, du coup, naît l'idée de la Chambre des Merveilles? Alors moi j'ai toujours voulu écrire, mais je n'ai jamais écit. C'est-à-dire que quand on me posait la question quand j'étais enfant, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Je disais écrivain ou metteur en scène. Et après j'ai pas du tout fait ça. J'étais plutôt bon élève et on m'a surtout poussé à faire des études Ouais, des scientifiques. écrivains qui ont été bons Et, élèves. donc j'ai fait des études scientifiques et j'ai fait donc une prépa scientifique, une école d'ingénieur. Je suis ingénieur de l'agro-Paris et ensuite j'ai fait quand même un petit pas de côté parce que je me suis dit quand même que j'avais pas du tout envie d'être scientifique au final. Donc j'avais fait un pas de côté en faisant des études de marketing et ensuite une carrière en marketing sans trop me poser de questions. Et Mhm. j'ai fait une sorte de crise de la quarantaine avant l'heure parce que à 35-36 ans, en gros, je me suis vu de manière assez vertigineuse là où j'étais et j'avais pas du tout envie des 30 années suivantes telles qu'elles se profilaient, en tout cas d'un Mhm. point de vue professionnel. Alors à l'époque, il s'agissait pas de changer complètement, parce que je suis quand même une personne responsable. Donc il s'agissait pas de dire ok, débrouillez-vous, moi je vais vivre la vie d'artiste et voilà, j'ai un prêt immobilier, des choses comme ça. Mais donc il s'agissait de plutôt essayer de me reconnecter à mes envies d'enfant. Et donc j'ai fait un peu le chemin que je fais faire à Thelma dans la Chambre des Merveilles, sans avoir eu besoin d'un accident ou de quelque chose de dramatique, mais je me suis posé les questions, en gros, à côté de quoi je suis passé, et tout en haut de ma liste à moi, il y avait l'écriture. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et après, je vous passe les détails de comment j'en suis arrivé jusqu'à la Chambre des Merveilles, puisque j'ai quand même d'abord écrit un premier roman qui n'a pas été publié, etc. Et ensuite, la Chambre des Merveilles. Et l'idée de la Chambre des Merveilles, finalement, elle est très cohérente avec ce que je viens de raconter là, parce que comme je me posais toutes ces questions-là me concernant, j'avais envie de parler de quelqu'un qui, justement, autour de la quarantaine, se pose des questions sur sa propre vie et est forcé par un événement de la vie de se tourner vers son passé, de se dire à côté de quoi je suis passé et de réaliser d'une certaine façon qu'il n'est pas encore trop tard pour changer son destin et pour changer la suite de sa vie. Donc ça, c'était l'envie de départ. Et puis ensuite, après, j'ai mis là-dedans toutes mes peurs de père et toutes mes angoisses de père, et donc la perte d'un enfant et comment moi je réagirais au coma d'un enfant, etc. Ensuite, c'est ça qui a guidé l'écriture. J'imagine qu'à ce stade-là, on est loin de se dire plus tard ce sera un film, une BD, une pièce de théâtre. Ah bah oui, non, à ce stade-là, on en est déjà à se dire que moi j'avais envie de raconter des histoires, et donc la première chose c'était déjà qu'il y ait une de mes histoires qui soit publiée, et puis ensuite j'espérais qu'elle soit un petit peu lue. C'était déjà la première étape. Et ensuite, ouais, le reste, on peut pas imaginer ce genre de choses au moment où on écrit, parce que je pense déjà ce serait paralysant, et puis ce serait totalement utopique de l'imaginer déjà. Hmm. À quel moment ça a commencé à se matérialiser, cette idée que ça pouvait marcher, que ça pouvait être, enfin voilà, que ça frémissait, qu'il y avait un vrai truc, déjà d'avoir un éditeur, et pas n'importe quel éditeur du tout, Calman Levy, à quel moment tu t'es dit, il se passe quelque chose?
Bah, en fait, ça, je pense que Philippe en parlerait peut-être encore mieux, mais ça, c'est avant la sortie du livre, en fait, parce que donc, mon éditeur, qui a cru très très vite en ce roman, a décidé en fait de le présenter en avant-première à la Foire internationale du livre de Francfort 6 mois avant la sortie. Et puis c'est là que tout a démarré, parce qu'effectivement il y a eu pas mal de droits étrangers qui ont été vendus, et il y a eu une sorte de buzz qui a commencé à naître autour du livre. Donc, mais après ensuite, voilà, ça ne présageait pas forcément d'un succès en librairie, etc. Mais c'était déjà des premiers signes. Philippe, vous aviez à la lecture, enfin, quand vous avez pris connaissance du roman, vous aviez ressenti le potentiel et littéraire et derrière audiovisuel que le roman pouvait représenter? Alors, pas du tout, parce que c'était pas moi, en fait. C'était une éditrice. Non, mais c'est une éditrice de chez Calman Levy, qui est la merveilleuse Caroline Lépée. Je pense que toute cette histoire dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une histoire de rencontre et d'être au bon moment et d'avoir les rencontres avec les bonnes personnes. Quand Julien envoie son livre à Caroline Lépée, il se dit qu'il l'envoie à une certaine personne dont il connaît les goûts et dont il connaît le travail et les auteurs qu'elle suit. Comme il a bien regardé qui publiait quoi, Caroline se dit que ce livre, effectivement, nous, en tant qu'éditeurs, on peut peut-être apporter quelque chose. C'est là où aussi je rentre après dans le travail avec tous les services de Calman Levy. On se dit qu'est-ce qu'on peut y apporter, faire en sorte, moi je pense que notre métier d'éditeur, c'est de faire en fait deux choses. Premièrement, c'est de montrer aux auteurs la différence qu'il y a entre ce qu'ils pensent avoir écrit et ce qu'ils ont écrit. Donc c'est tout le travail sur le contenu éditorial. Et puis ensuite, là, c'est de faire en sorte que ce livre soit lu le plus possible, en tout cas par rapport au public auquel il est destiné. Et ce que racontait Julien, c'est qu'on se dit que ce livre-là, il est universel, il doit pouvoir parler à plein de personnes dans plein de langues. Donc on a une grande rencontre dans l'édition qui a lieu tous les ans à Francfort à l'automne. On le présente et il a été traduit dans 26 langues, ce qui est absolument colossal. Alors, on le met en librairie, il y a un succès de librairie, et ensuite, puisque aujourd'hui on parle d'adaptation, il y a la même question sur l'adaptation. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on passe d'un roman à un film ou une série où on passe à un objet audiovisuel. Là aussi, c'est une histoire de rencontre. C'est qu'à un moment donné, le succès est venu, un certain nombre de producteurs ont commencé à nous approcher, et je me suis dit qu'à un moment donné, ce livre-là devait rencontrer la sensibilité de producteurs, et le producteur c'est Eric avec son associé Philippe, et je les ai appelés et je leur ai dit ben voilà, j'ai ça, vous devriez le lire. Alors c'est l'associé d'Eric qui l'a lu, qui était outre-Atlantique à ce moment-là. Je lui ai passé le livre, très vite ils en ont parlé ensemble, et c'est cette histoire-là qui a permis d'enclencher ça. Je pense que notre rôle d'éditeur, c'est aussi de pouvoir essayer de déterminer à quel producteur et à quelle chaîne tout cela va pouvoir parler pour qu'on en arrive à faire un truc qui est très très compliqué, hein, qui est d'en faire un film. Et je sais qu'il y a certaines de personnes qui sont dans la salle, on a ce dialogue-là. Il faut trouver le livre au bon moment. Et du coup, quel était le portrait robot? En quoi Philippe, qui est donc Philippe Rousselet et Eric, correspondait au portrait robot du producteur idéal pour la Chambre des Merveilles? J'adore il y a des mots dans votre métier qui sont formidables. Il y a line-up, par exemple. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est leur catalogue et ce sur quoi ils travaillent. Le mot slate aussi, on dit. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Bon, effectivement, dans ce qu'ils ont produit, dans ce que Eric a produit, dans ce que Eric va produire, je pense qu'on avait une sensibilité qui faisait que on se retrouvait avec le livre de Julien sur un objet littéraire qui pouvait se rapprocher de leur sensibilité. Et puis ensuite, derrière, eux, ils ont fait un travail, on va en parler, absolument admirable, d'adaptation, de production, de trouver les acteurs, trouver les réalisateurs. Mais ça, après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, notre rôle. Pourquoi je dis que cette rencontre, elle est essentielle? C'est parce que ce que je dis, moi, à mes équipes, c'est ne cherchez pas à vendre des options. Cherchons à avoir des films à l'écran ou des films à la télévision. Donc, on signe plutôt peu de contrats, mais on essaie d'aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse, et c'est ce travail-là, et c'est ce travail de rencontre. C'est important. Julien, c'est son premier livre. C'était son premier livre à l'époque. De tout d'un coup se trouver projeté avec, comme ça, un film, c'est formidable. Mais c'est formidable parce que là, on est dans un succès. Ça peut être terrible
si à la fin on n'y arrive pas, ou si à la fin l'objet qui est produit est un objet, ça peut obérer une carrière. Là, c'est une superbe histoire, donc c'est bien de la raconter, mais je pense que le fond du fond, c'est une rencontre d'hommes et de femmes, ou de femmes et d'hommes, autour de ce qui est né dans sa tête. D'ailleurs, ça doit être un sujet, j'imagine, Julien, parce que on confie son roman à un producteur, à un ou des scénaristes, et on se dit, ok, maintenant, je vais devoir, enfin, on en parlait quand on a préparé ça, mais je vais devoir assumer, quoi qu'il arrive, le résultat. Oui, alors effectivement, le truc c'est que dès les premières étapes, en fait, on a eu la chance quand même, enfin moi j'ai eu la chance d'être très bien accompagné par mon éditeur, et ensuite d'avoir la possibilité de choisir, c'est-à-dire qu'effectivement c'est vraiment une rencontre, et on a choisi Eric et Philippe en tant que producteurs parce que on s'était dit que effectivement leur univers, leur sensibilité, leur manière de traiter les sujets, notamment dans la famille Bélier par exemple, était très cohérente avec ce que moi j'avais essayé de faire et d'écrire. Donc on était en terrain de confiance, et effectivement après c'est une question de confiance et de lâcher prise à un moment donné. Moi j'ai fait confiance à Eric, ensuite j'ai fait confiance à Juliette et à Fabien, à Lisa, donc c'est une question de confiance, mais c'est vrai que j'avoue que quand j'ai découvert avant de découvrir le film, j'étais quand même assez stressé parce qu'effectivement, même si on fait confiance, on n'est jamais à 100% sûr du résultat, et moi je savais effectivement que j'allais devoir assumer le service après-vente, parce que si le film avait été pas bien, moi pendant 5 ans, les lecteurs viennent me voir en me disant il n'est pas terrible le film, hein. Donc voilà, donc effectivement j'étais stressé de ça, et en fait quand j'ai vu le film pour la première fois et que je l'ai adoré, moi j'ai été totalement soulagé, parce que je me suis dit succès pas succès du film, ça c'est encore une autre chose, mais en tout cas moi ce film je l'aime et je l'assume, et donc même si on vient me dire qu'on l'a pas aimé, peu importe, enfin après c'est une question de goût. Oui, alors je vous confirme, hein, la projection, c'était dans un cinéma rue Lincoln à Paris. L'état de Julien en rentrant était quand même, tu l'as vu, était quand même proche du maximum rouge, là. Et après, il en est ressorti plutôt... oui, mais c'est tout ce travail de chaîne. Il y a une chose que je crois que j'ai jamais complètement dite comme ça à Eric, c'est que, en fait, moi je m'étais dit, ce film-là, il peut être incarné par Alexandra Lamy. Il s'avère qu'il y a 10 ans, j'ai publié un livre qui s'appelait Le courage d'une mère, qui a été un gros carton TF1 avec Alexandra Lamy, qui jouait le courage d'une mère absolument courage, qu'on retrouve aussi dans ce film, qui a été beaucoup de millions de téléspectateurs à l'époque. Et je m'étais dit, c'est ça qu'il faut aller. Et c'est vers là qu'on devrait aller. On n'en a jamais parlé, ils y sont allés mieux que moi, mieux qu'on ne pensait. Et donc c'est vrai que c'est une belle histoire, non ? On avait dit qu'on disait Monsieur Sandrel, au fait, depuis le début, on ne l'a pas dit comme ça. Vrai, je trouve ça un peu irrespectueux d'ailleurs. Eric. Mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que, parce qu'on s'en était pas parlé, certaines personnes à qui, à l'époque, quand je parlais d'Alexandre Lamy, me disaient « Ah, t'es sûr, je vois pas trop ». Et en fait, ces personnes-là, pour les convaincre, je leur ai envoyé le téléfilm dont tu parles. Donc, la boucle est bouclée. Ouais. Donc, tout est très cohérent. Quand Eric, tu reçois le roman, d'ailleurs, c'est le roman que tu as lu d'emblée, ou vous avez lu une version... Je me demande si c'était pas des épreuves qu'on avait lues. C'était des épreuves, oui, parce que à l'époque, j'étais passé complètement à côté du roman puisqu'il n'était pas sorti. Oui, ce qui est une bonne excuse. Et effectivement, c'est mon associé qui m'en parle, puisque Philippe lui en avait parlé. Enfin, Philippe a parlé à Philippe. Et j'avais juste lu le synopsis et je me suis dit, effectivement, je vais le lire vite parce qu'il y a un pitch fort. Des romans, on en reçoit des dizaines et des dizaines. On en commence plein en se disant on va tout lire en même temps. Puis finalement, il y en a très peu qu'on finit. Genre, pas pour le plaisir, pour adapter. Et là, je me suis dit, ça fait partie de ces rares romans, je me suis dit, il faut qu'à la fin du week-end, je l'ai terminé. Et à l'époque, effectivement, il y avait d'autres sociétés qui étaient en compétition. Et je pense qu'une société de production vient... c'est pas seulement des producteurs, c'est aussi des gens avec qui on travaille. Donc, on parlait de line-up, il y a des gens avec qui on a l'habitude de travailler. En l'occurrence, des gens comme Eric Lartigot, comme Hugo Gélin, et qui on venait de faire aussi... Enfin, Philippe, mon associé, avait produit Demain tout commence. C'était des films qui s'inscrivaient dans une ligne un peu de feel-good movie, avec une tonalité vraiment entre guillemets, avec beaucoup d'humilité. On essaye de se rapprocher dans ces films-là de projets anglo-saxons, un peu la working title. Donc c'était un peu la vision que tout de suite j'ai eue en lisant le livre, c'est de faire un working title français, c'est-à-dire quelque chose qui
qui soit à la fois un feel-good movie, mais aussi où l'image soit belle, où il y ait des musiques qui soient des tubes, où il y a quelque chose qui nous emporte sur l'humain tout en étant réaliste, mais ça vous projette vers du merveilleux aussi un petit peu. Et dans les talents avec qui on a l'habitude de travailler, il y avait 2 personnes avec qui j'avais envie de travailler depuis très longtemps. Enfin, on avait déjà travaillé ensemble, mais ça faisait très très longtemps. 70 ans, un truc comme ça. Et depuis 70 ans, je leur proposais plein de trucs, ils n'étaient jamais disponibles. Et là, tout de suite, ils se sont rendus disponibles. Et donc, c'était une belle histoire qui commençait. Mais c'était que le début, puisqu'il fallait non seulement adapter le livre, mais après, derrière, trouver un réalisateur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi avant une étape préalable qui est de discuter avec l'auteur, avec Julien, et de se mettre d'accord sur l'esprit général et surtout sur la marge de manœuvre aussi, Oui. dans le positionnement du film, dans la structure de l'histoire, dans la liberté qu'on peut avoir par rapport à la matière première? Alors, je ne sais pas si le Julien de l'époque est le Julien d'aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, il nous a laissé une marge de manœuvre assez importante. Il y avait 2-3 points sur lesquels on s'est mis d'accord, mais qui, en fait, étaient des points qui t'inquiétaient toi aussi, qui étaient notamment la voix off de l'enfant, parce que dans le livre, l'enfant a une voix off pendant tout le livre, et du coup, c'est aussi un personnage qui fait évoluer l'histoire via sa voix off, alors que nous, il est dans le coma à l'hôpital. Et dans un film, ça aurait été un peu étrange d'avoir cette voix off, ça aurait apporté quelque chose d'un peu cheesy, je pense. Et alors que dans un livre, c'est vraiment différent, on est dans un personnage. Et ça, c'était un des points sur lesquels on s'était mis d'accord assez vite. Ensuite, on lui a tout de suite dit que notre travail, ça allait être de le trahir, puisque la dramaturgie d'un film est complètement différente de la manière de raconter une histoire dans un livre. Donc on est obligé de trahir. À partir du moment où on construit un personnage qui va évoluer au fur et à mesure d'une histoire, on va d'un point A à un point B, mais chaque point amène à un point différent en fonction de l'évolution du personnage. Donc il fallait notamment que les différents rêves, vœux permettent au personnage d'évoluer, et c'est aussi possible pour des raisons de production, tout simplement. Oui, parce que ce qui est facile, si par exemple la mère avait rêvé d'un voyage en apesanteur ou d'un truc comme ça, tout de suite au cinéma, ça pose un autre problème. Bah, peut-être qu'on l'aurait fait, hein, c'est une bonne idée. Oui, il y a ces fameux avions. Pourquoi on n'a pas fait ça? Il fait un avion, un pilote, et puis il y a des... Dans mon dernier roman. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, en revanche, ce qu'on a fait avec Juliette et Fabien, enfin, qu'ils ont fait, c'était d'essayer de voir autour d'eux, si dans toute la wishlist qu'avait établie Julien, s'il n'y avait pas d'autres choses. Vous avez vu avec des enfants de cet âge-là, comment... Oui, on avait... en fait, on a... effectivement, le roman de Julien, il était, dès qu'on l'a lu, je dois dire, on a été très emballés par le roman. Qui avait comme ça un espèce d'enjeu très fort et comme dit Eric, des vraies possibilités de devenir ce qu'on appelle un feel-good movie, mais où il y a à la fois un livre où il y a à la fois un film où il y a à la fois des sentiments très forts, mais aussi où on pouvait mettre de l'humour, où on pouvait mettre des voyages, voilà. Donc c'est un sujet qui nous a tout de suite beaucoup plu. Après ça, il y avait effectivement il y avait pas mal quand même de défis d'adaptation, et notamment l'idée qu'il y avait cet enfant allongé dans le coma à l'hôpital. Parce que ça, c'est une vraie différence entre l'écrit et l'image, c'est que tout d'un coup, quand les choses elles sont à l'image, elles s'incarnent de manière beaucoup plus concrète. Donc c'est pas la même chose, bizarrement, d'écrire qu'un enfant est dans le coma à l'hôpital que de le montrer. Quand on le montre, c'est tout de suite plus violent. Donc il y avait ça qu'il fallait qu'on gère. Et effectivement, comme on avait décidé de ne pas garder la voix off, on n'était plus que sur le point de vue de la mère. Et donc il fallait vraiment nourrir ce point de vue et la faire progresser tout au long du film. Et effectivement, qu'elle se transforme. Et ce qu'on a beaucoup aimé, nous, dans l'adaptation qu'on a faite, c'était de travailler sur le fait qu'elle apprenait à connaître son fils, en fait. Que cet enfant qui est un peu à la frontière de l'adolescence
en fait, elle le connaît peut-être pas aussi bien qu'elle le pense parce que, comme beaucoup de mères, elle se soucie de ses notes en classe, voilà, et peut-être pas peut-être qu'il commence un peu à lui cacher des choses. Mais effectivement, au moment de l'adaptation, on a interrogé pas mal d'enfants sur à peu près du même âge, on leur a demandé cette espèce de bucket list. Tu veux dire un peu ce qu'ils ont... Non, mais c'était important pour nous de coller à une certaine réalité et aussi peut-être de sortir le roman de son époque et de lui donner une certaine universalité. On a enlevé beaucoup de références parce il y avait aussi une histoire de coups et ce qui était assez naturel, c'est qu'on avait vraiment ce point commun d'avoir envie de faire un film solaire. Je pense que vraiment l'idée de faire le roman était très solaire et avec Eric, ça fait effectivement 70 ans qu'on se connaît et à chaque fois on se disait quand on se retrouvait et si on faisait un mélo on avait très envie et quand il est venu vers nous avec le roman, on s'est tout de suite dit c'est le sujet et la première étape qu'on a eue c'est de se dire voilà comment nous on l'adapterait. On a fait un document très court, pas du tout rédigé sous forme de tiré, en disant voilà, nous on a essayé de retirer l'ADN, ce qu'on appelle nous l'ADN du roman, et de se dire voilà ce qui pour nous est primordial de garder, voilà ce qui pour nous est l'essence même du roman dans le personnage, dans son trajet, dans les thématiques, dans les décors, le Japon, etc. Et donc on s'est fait une espèce de note d'adaptation qu'on a passée à Eric, que Eric a j'imagine transmis à Julien. Et Julien était très d'emblée, Eric nous a dit vous adaptez, vous avez la liberté. Julien, il a eu cette position extrêmement classieuse, connue ou pas connue, on s'en fiche. Finalement, il aurait pu être très protecteur sur son roman. Et on n'avait aucune contrainte. La voix off étant une évidence, en fait. Le passage du roman enlevait cette voix off à cause de ce que disait Juliette. Tu l'avais eu, la note, Julien, en question? Parce que... C'est le grand travail non, pas cette note-là, mais par contre, effectivement, je me souviens qu'on s'était rencontrés avec Juliette et Fabien, notamment pour évoquer ces choix scénaristiques. Mais en fait, c'est vrai que, bon, déjà, j'étais parfaitement d'accord avec vos partis pris. Et après, en fait, même moi, quand j'ai lu le scénario, une version assez aboutie du scénario déjà, c'était, je pense, 5-6 mois avant le tournage, je pense, en fait, je me suis interdit de juger leur réinvention. C'est-à-dire qu'effectivement, je savais qu'ils avaient réinventé un certain nombre de choses. Donc en fait, les seuls commentaires que je me suis permis, c'est des commentaires plus d'un point de vue de l'histoire, c'est-à-dire de la cohérence, de la trajectoire d'évolution des personnages, des choses comme ça. Mais j'ai pas du tout, à aucun moment, j'ai commenté le choix d'aller avec des baleines ou avec du skate plutôt que du foot. Parce que je me suis dit, c'est ça qui est intéressant d'un point de vue du spectateur aussi, du lecteur-spectateur, c'est de retrouver l'esprit et l'essence de l'histoire qu'ils ont aimée et en même temps d'être surpris. Et je trouve que ça fonctionne très bien dans le film. Je trouve qu'effectivement, et c'est ce que me disent les lecteurs. C'est-à-dire que là, maintenant, je vois plein de lecteurs qui ont vu le film et qui me disent que ce qu'ils ont aimé, c'est vraiment de retrouver l'esprit, les émotions qu'ils ont ressenties dans le livre, ils les retrouvent dans le film. Et en même temps, ils ont eu plein de surprises. Donc, c'est la même histoire, mais racontée très différemment. Et c'est ça qu'ils ont très bien réussi. C'est le plus beau des compliments, non? Ouais. C'est fréquent, cette souplesse d'esprit, à l'idée d'adapter et de prendre des libertés, même si elles doivent rester dans l'esprit du livre. Mais est-ce que c'est fréquent chez les auteurs, cette souplesse? Mais il y a tout, évidemment, c'est ça qui fait le sel de notre métier. Il y a de la grande souplesse, il y a de la grande rigidité, et il y a absolument tout ce que vous voulez, mais notre rôle, c'est avec le producteur, c'est de faire en sorte qu'à la fin, on arrive à une œuvre cinématographique. Donc oui, dans les livres adaptés, des livres que Kalman Levy a publiés ces dernières années, j'ai à peu près tous les cas de figure. Bon, mais voilà, c'est notre boulot, on va dire, avec Eric et moi. Et d'ailleurs, parfois, il y a des auteurs qui sont très souples, parfois des auteurs qui sont très impliqués dans l'adaptation, et c'est pas forcément négatif. Il y a des auteurs qui ont fait un gros travail, par exemple, de recherche en amont sur un sujet, ou un sujet qui est très très personnel, donc ils n'ont pas envie que ça soit trahi, ça peut être politique aussi. Donc du coup, ils peuvent accompagner un livre de... Enfin, je peux vous donner un exemple, par exemple, chez Jéricho, on a adapté Petit Pays de Gaël Faye. La présence de Gaël Faye était très importante par rapport à ce qui était raconté. On ne pouvait pas faire un pas de côté, sinon on devenait ridicule. On allait faire une polémique là où il y avait pas raison d'en faire. Donc
Et puis parfois, c'est important aussi qu'un autre auteur s'en empare. Et souvent, c'est comme ça aussi que ça se passe. C'est qu'un auteur a besoin de s'emparer des choses. Et c'est pour ça qu'il va changer certaines choses. Même parfois des prénoms. Là, on a gardé les prénoms, mais parfois, le premier truc, la première trahison qui peut être faite, c'est de changer le prénom pour pouvoir retrouver quelque chose de personnel. En l'occurrence, on s'est quand même beaucoup amusé sur cette adaptation parce que comme il y avait une liste de rêves, il y a plein de choses qu'on a essayées, qui marchaient pas, qui étaient trop chères. Il y avait une scène, juste pour l'anecdote, c'était l'enfant un de ses vœux, c'était de participer au tournage de Walking Dead. Donc elle allait en Irlande, je crois, faire partie de la figuration de Walking Dead et jouer un zombie. Tu vois, c'était... Voilà. Et puis finalement, parfois il y avait des vœux qui étaient redondants, donc ce qui ne faisait pas avancer l'évolution du personnage, donc c'est pour ça aussi qu'ils ont sauté. C'est amusant, vous voyez, tout à l'heure, on se confronte à une grosse différence entre le livre et le cinéma, et qui est aussi la notion des coûts. Parce que c'est vrai que si M. Sandrel invente des fusées, des hélicoptères, tout ça avec des zombies, on peut le faire en livre assez facilement, un peu plus compliqué de le faire en film. Donc effectivement, il y a cette notion budgétaire qui se met dedans. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, il y a des écrivains qui portent politiquement, éthiquement, complètement le livre. Il faut qu'il soit dans le film. Il faut qu'il soit dans le film presque jusqu'au bout. Là, on est en train il y a une adaptation qui est en train de se terminer d'un livre de Yann Kefelec sur Florence Artaud qui fait pas mal parler en ce moment. Il est clair, comme c'est une vision extrêmement personnelle de Yann Kefelec, il fallait que Yann Kefelec soit au scénario. Il n'aurait pas été au scénario, on n'arrivait pas du tout. On était sur un film qui n'avait aucune chance et ne devait pas moralement même être réalisé. Là, ensuite, c'est sa position et sa vision. Et effectivement, ce que tu dis, tout est... Mais l'important, c'est toujours la même chose, c'est que la confiance, quand ça râpe, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu le bon dialogue au bout départ et puis au fil de l'avancée du projet, et qu'à un moment donné, il y a une des deux parties qui se rigidifie. Et là, ça devient impossible à faire. Il y a une question que peut-être... Pardon, Juliette. Non, mais je voulais dire que quand on adapte un livre comme ça, un roman ou une pièce, moi j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'on a une responsabilité quand même. Vous voyez, morale, oui, bien sûr. Oui, morale. Et du coup, nous c'est des questions qu'on se pose régulièrement quand on travaille. C'est de se dire, mais là, au fond, est-ce qu'on est toujours au bon endroit? Même si on change les vœux, même si la question n'est pas tellement là. Je pense que Julien en serait d'accord. C'est vraiment d'être fidèle à l'esprit des choses et de se dire de jamais trahir ça, de jamais trahir cette notion-là. Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais, c'est que pour le coup du film, contrairement à des habitudes, Eric a été au contraire, au départ, nous a pas du tout retenu en disant attention, ça va être cher, etc. Il voulait qu'on fasse rêver le spectateur. Donc on a eu vraiment aussi cette liberté-là sur les premières étapes de dire trouvez-moi des vœux qui sont universels, qui font rêver les jeunes et qui me font rêver aussi, et on verra après. Et donc du coup, c'était assez jouissif parce qu'on avait cette liberté-là. Dès le départ, il n'y avait pas ce côté attention, ça va être cher, le Japon, nanana. Au contraire, c'est dire, faut qu'on voyage. L'idée de ce film solaire, c'était ça, c'était de voyager. Et d'ailleurs, moi, ça m'a très impressionné. On le disait tout à l'heure, ce film, il a été tourné une partie avant, et après, il y a eu un petit confinement à un moment donné. Il y a une scène, pour ceux qui l'ont vu, importante au Japon. Monsieur. Et à un moment donné, j'apprends, je dis, tiens, ils veulent attendre que le Japon se réouvre pour finir le film. Je dis, putain, mais peut-être on peut le faire ailleurs qu'au Japon. Je n'en ai pas parlé, je me suis dit, ok, c'est la responsabilité de producteur, mais ils ont eu raison. Il fallait attendre, il fallait aller au Japon, parce que la partie japonaise, elle est vraiment importante. Et ça, c'est la liberté. D'autres producteurs auraient peut-être dit, bon, le Japon, je sais pas, tu le fais en Bourgogne, ça ira aussi bien, quoi. Tu vois, ce qui est pas pareil. C'est bien la Bourgogne, hein. Comme on a eu un arrêt assez long, on a eu le temps pas mal de cogiter. Donc on a tout exploré. On a exploré le Mexique, on a exploré plein de choses. Mais le Japon, dans l'imaginaire des gamins, est quand même quelque chose de très fort. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà vu le Pass Culture, c'est 90% de la somme qui est utilisée pour acheter des mangas. Donc faire le film sans le Japon nous paraissait un peu dommage. Et on a quand même essayé de monter le film sans le Japon, et en fait, ça fonctionnait, mais c'était un autre film, c'est-à-dire qu'on était sur un film qui était complètement focalisé sur Alexandra Ami, sur le parcours d'une femme, en mode combat de femme presque, donc quelque chose de beaucoup plus intime, et on perdait complètement la dimension d'aventure. Là, maintenant, il y a une double aventure, il y a une aventure intérieure et une aventure avec un vrai voyage.
Et sinon, ça faisait qu'une aventure intérieure. Et le Japon, en fait, pour vous dire, on a attendu plus d'1 an, parce que le pays ne se rouvrait pas. On a plusieurs fois été en stand-by pour refaire une prépa, et puis ça se refermait automatiquement. Et du coup, on a terminé le tournage il y a 2 ans maintenant, et le film est sorti... oui, il y a 2 ans. Oui. Ouais, et le film est sorti là en mars, ça avait commencé il y a 2 ans. Oui, donc longue gestation. Mais j'ai juste une petite question. Il y a quand même peut-être une question préalable aussi au dehors des questions de financement. On en dira un mot après, parce que ça peut avoir un impact sur le financement, aussi sur la forme du film, sur le fond. Mais au départ, j'imagine qu'il faut se dire à quel public je veux parler. Enfin, il faut imaginer à qui on veut adresser le film, parce que je pense que même pour le brief à Juliette et Fabien, ça a une importance. Donc c'était quoi le brief de départ? Ah bah, justement, ce qui est intéressant, c'est que toute œuvre est différente, et que là, en l'occurrence, quand on a un livre qui a fonctionné, on a envie que le film plaise aux gens qui ont aimé le livre. Donc, il ne faut pas passer à côté de ce public-là. On n'allait pas en faire un film avec une autre tonalité je dis n'importe quoi, mais on n'avait pas proposé ça à un Desplechin ou quelqu'un comme ça pour faire je prends un extrême, mais il fallait quand même que on parlait du côté solaire, enfin, il y avait une responsabilité. Et puis au-delà d'une responsabilité, si on achète les droits d'un livre, c'est de se dire qu'on a une IP et qu'elle a une certaine valeur. Ça ne veut pas dire qu'il y a je ne crois pas en la transformation. Quand je parle de transformation, je veux dire par là, c'est pas parce qu'un livre s'est vendu à 1 million d'exemplaires qu'on va vendre, enfin, qu'il y aura 1 million de spectateurs. En revanche, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cru à un moment que ça a plu, et que du coup, potentiellement, si on fait un bon film, ça va potentiellement plaire à un public. Là, en l'occurrence, le livre n'était même pas sorti, donc ce qui nous a vraiment convaincus, c'était de se dire, et t'en parlais au départ, c'est que le livre a été vendu dans un certain nombre de pays, adapté en 26 langues, ce qui est très rare. Hein. C'était vraiment un best-seller avant de sortir. Et du coup, sur un sujet quand même où on a quand même un enfant dans le coma dans l'hôpital, c'était quand même un peu touchy. Donc ça nous rassurait sur le potentiel grand public d'un sujet qui pouvait ne pas l'être si on faisait pas attention. Donc il y avait quand même un certain nombre d'écueils dans lesquels il fallait pas tomber pour garder cette tonalité-là. Et notamment comme la représentation de l'hôpital, la quantité de scènes d'hôpital, ce sont des choses sur lesquelles on a été très vigilants, on a beaucoup travaillé là-dessus. De toute façon, il y avait un indicateur très très fort. C'est sur la direction d'adaptation, c'est la couverture du roman. Je ne sais pas si vous avez vu la couverture du roman, mais quand on a vu la couverture du roman, parce que pitcher le film en disant alors on est en train d'écrire un film, c'est une mère, son gamin est dans le coma, c'est compliqué. Mais dès que vous avez la couverture du roman avec le titre, vous savez que ça ne peut être que coloré, solaire, et qu'on n'est pas dans quelque chose de glauque. Donc le brief, quelque part, nous, dès qu'on a vu la couverture du roman, on a compris le brief. C'était... Alors, oui, moi je suis d'accord avec ça. Et en même temps, j'ai l'impression qu'en adaptant, on a quand même, toujours de la même manière, avec l'image, on est obligé un petit peu de toucher un peu à un espèce de réalisme qui n'existe pas forcément dans les romans. Et par exemple, on s'est posé beaucoup de questions autour de l'argent que gagnait Thelma, de comment elle faisait pour voyager aussi facilement, sans que ce soit jamais un problème. Voilà, on s'est posé un peu toutes ces questions-là. Et c'est vrai qu'on a essayé de, peut-être Thelma aussi dans des soucis d'identification du public, j'ai l'impression, de la mettre dans un milieu socio-professionnel un peu moins élevé que ce qui est dans le roman, pour essayer d'en faire quelqu'un peut-être de plus, à qui on peut se relier, à qui on peut s'identifier plus facilement. Voilà, donc il y a ces aspects quand même j'ai l'impression de réalisme qu'au cinéma on est obligé de traiter. Et alors que dans un roman, on peut beaucoup plus prendre des libertés avec ça. On peut beaucoup plus s'amuser avec ça. L'image vous oblige à traiter le concret, quoi. Voilà. D'ailleurs, la question économique, elle est abordée clairement à travers la question des cartes de crédit et du jonglage dans la carte de crédit. Du coup, dans ce genre de situation et dans ce genre de film, l'idée, c'est évidemment, comme toujours, quand on a un problème de scénario, il faut mettre le doigt dessus, quoi. Faut surtout pas l'éviter, il faut surtout pas le mettre sous le tapis. Et donc, on a essayé de mettre le doigt dessus avec de l'humour, parce que l'idée, c'était justement que ça soit pas misérabiliste, mais qu'on reste dans ce côté solaire et
et de cette femme comme ça qui a cet humour face à l'adversité. Mais avant même la première note d'adaptation, vous aviez rencontré Julien, vous avez eu un échange entre vous pour discuter de ça. Je crois que c'était après. C'est après. Et justement, c'est mieux de ne pas rencontrer l'auteur. Non, mais on parlait du poids moral tout à l'heure. Quand on connaît la personne, mais il n'y ça a rajoute jamais un la petit sensation truc. de se dire on est des auteurs, on va trahir, on va faire notre Non, truc. pas trahir, mais Je pense- des libertés. Et d'ailleurs, je pense vraiment, on a travaillé sur d'autres adaptations au cinéma, et je crois qu'il y a une certaine satisfaction à se dire que l'auteur soit content de l'adaptation qu'il voit. Quand Julien nous a envoyé un très gentil texto après avoir vu donc visiblement cette séance qui avait l'air d'être assez épique, mais quand il est sorti de la salle, il nous a envoyé tout de suite un SMS pour nous dire qu'il était très heureux de l'adaptation, et je crois que quand même ça fait plaisir. Alors il y a des choses d'adaptation qu'on est obligé de faire. Je vous donne un exemple parce que comme on parle là d'adaptation, dans le roman, on alterne globalement entre des chapitres sur Thelma et la voix off du gamin. Et donc on n'a jamais la sensation que ce gamin est seul, parce que un des problèmes qu'on a eu très rapidement, c'est de se dire, cette mère va partir au Japon, c'est 15-18 heures d'avion, 18 heures pour revenir, quid de son gamin pendant ce temps-là? Quelle mère laisserait son enfant? Et dans le roman, il n'y a pas du tout ce problème, puisque le gamin parle, et donc on sent qu'il est heureux, il est dans son coma, il sait ce que sa mère fait, on sait ce qu'il pense. Là, c'était pas le cas. Et donc, du coup, ça a nécessité de ramener la mère dans la chambre d'une manière, du coup, différente que dans le roman. Et ça a fait un peu évoluer le roman. Et c'est en ça qu'on a été obligé d'adapter, parce qu'on avait des contraintes qui n'étaient pas les contraintes, justement, de Julien au moment de l'écriture. Et après ça, pour répondre à la question d'avant, moi j'ai l'impression surtout que ce qu'on accepte, les œuvres qu'on accepte d'adapter, c'est parce qu'on les aime, c'est parce qu'on a envie qu'elles existent au cinéma de manière différente, forcément de manière différente, parce que là il y a mais que le cœur battant de l'œuvre, elle, voilà, qui batte aussi sur l'écran. Autrement, si on veut trahir, on fait pas ça, on choisit pas ce contrat-là. Quand on a discuté pour préparer cet échange, il y avait une question aussi de gommer toutes les notions temporelles, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de références à des artistes connus, par exemple. Alors je crois qu'on a parlé de Maître Gims ou des choses comme ça, mais qui était l'idée d'effacer ça pour donner oui, c'est ce effectivement dans la liste des vœux, on a essayé d'avoir des vœux à la fois intemporels et aussi un peu universels, aussi bien dans le temps que dans l'espace, en fait. Encore une fois, parce qu'on est dans quelque chose de très visuel, donc c'est vrai que c'était important pour nous d'avoir que les vœux se manifestent chaque fois par des paysages, par des films comme dans le cas des baleines, des actions assez spectaculaires et assez visuelles. Et effectivement, on a essayé de ne pas avoir de choses qui soient trop datées, parce que quand c'est daté, ça vieillit. Voilà. Et une des autres raisons aussi, c'est que dans le cadre d'une adaptation en film, une fois sur deux, vous vous retrouvez à pas avoir Maître Gims, et donc à dire Maître Bims, et là, Maître Bims, ça fait vite ringard, et on passe à côté du truc. Donc pour éviter Maître Bims, on a préféré enlever, et puis effectivement aller sur des choses plus sans et on a inventé un auteur de manga japonais. Voilà. Oui. Très... Un auteur, de façon. Voilà. C'était un film, parce que là on parle de l'artistique, mais pour que le film arrive sur les écrans il y a un gros mois maintenant, il y a tout un boulot de production, de financement, d'aller convaincre des partenaires, alors les chaînes de télé, les choses comme ça. Il a été facile, je crois que le film fait 6 millions et demi, c'est ça, Eric? Oui, à peu près, oui. Donc on est dans ce qu'on appelle les fameux films du milieu, qui sont en plus généralement assez plus difficiles à financer. Est-ce que ça a été le cas pour celui-ci? Ça a été le cas parce qu'en fait, on a financé ce film en plein Covid et que plus personne ne savait si les salles allaient réouvrir, dans quelles conditions, est-ce que les gens retourneraient au cinéma, les plateformes devenaient prépondérantes, ça a été très très vite. Donc le film du milieu, et je pense que c'est ceux qui ont le plus morflé, entre guillemets, dans tout ça. D'ailleurs, petit aparté, en ce moment, entre La Chambre des Merveilles, Sage Homme, Les Chemins Noirs, le film de Jeannery, c'est quand même que des films du milieu qui sont à l'affiche et qui fonctionnent vraiment plutôt bien. Donc
Je pense que ça fait un peu réfléchir parce qu'on était à ce moment-là à se dire voilà, il faut que des maxi événements. Nous, on n'était pas dans Ça, cette c'est catégorie-là. l'option de Jérôme Sédou, notamment. Oui, mais il en faut aussi des maxi événements. Mais je pense qu'il ne faut pas faire que ça parce que ces films-là trouvent leur public et puis on aime bien les outsiders en France. La famille Bélier était vraiment un exemple à l'époque. C'est un film qui arrivait sur les écrans, qui était un film du milieu, qui était pas. Et donc nous, on est dans ce climat-là au moment où on finance le film. On aurait pu se tourner vers des plateformes. Je pense que le pitch leur aurait plu, le casting leur aurait plu. Moi, à l'époque, je commençais la télé et plateforme, mais je pense que j'aurais encore fait la même chose aujourd'hui. C'est que j'avais encore j'avais vraiment l'envie de le faire sur le cinéma et puis surtout l'espoir que ça puisse encore rencontrer le spectateur, parce que je me disais, en sortie de Covid, c'est vraiment typiquement le film que moi j'ai envie de voir. Parce que c'est feel good, parce que ça permet de remettre en question la vie qu'on a aujourd'hui. C'est la thématique du personnage. Donc voilà, je trouvais qu'en sortie de Covid, c'était un film qui allait pouvoir être intéressant pour le spectateur. Le seul problème, c'est que voilà, il fallait quand même le financer. Et ça n'a pas été hyper difficile, mais ça n'a pas été facile non plus. C'est-à-dire qu'au départ, le film coûtait beaucoup plus cher. On a dû faire pas mal de réajustements qui ont été, je pense, tous très positifs. C'est-à-dire que souvent, on invente plein de choses et sans réfléchir toujours au montage, à ce qui va sauter et tout ça. Et puis, quand on a une contrainte, et ben, parfois, on est forcé de trouver autre chose et parfois, ça peut être encore mieux. Le problème, c'est quand on va trop loin dans les coupes, tout ça, il y a un moment où ça peut basculer de l'autre côté et faire un autre film. Là, je pense qu'on n'a jamais basculé de l'autre côté et que toutes les coupes qu'on a faites sont des coupes qui ont renforcé l'os du scénario en évacuant toutes les fioritures. Voilà. Je pense qu'on a surtout coupé des déplacements où elle prenait l'avion, le train, des choses comme ça qui coûtaient une fortune, qui prenaient des journées de tournage. Ensuite, pour ceux qui ont vu le film, qui n'a pas vu le film? Parce que je ne veux pas trop dévoiler de choses. Ah oui, donc je ne veux pas trop dévoiler alors. Mais en tout cas, pour vous dire, on a eu un certain nombre de partis pris de production pour faire en sorte que tous les voyages soient un peu plus économes que ce qui était écrit dans le scénario. Et donc, il y a eu des vraies réflexions là-dessus sur je ne vais pas tout dire, mais voilà, comment on ne va pas forcément aller en Écosse ou comment. Voilà. Les images de baleines sont des vraies images de baleines, mais qu'on a récupérées autrement. Voilà. Mais l'économie, parfois, pousse à des réflexions qui permettent souvent d'améliorer, le cadre permet souvent d'améliorer un projet, jusqu'au moment où, en fait, on n'est plus dans la même économie, où c'est plus le même film. Donc c'est aussi le travail d'un producteur, c'est de ne pas dépasser cette ligne, ou si on dépasse cette ligne, de le savoir, et dans ce cas, c'est un autre film qu'on fait. Et les partenaires financiers, je pense notamment aux chaînes, dans ces cas-là, ça peut aussi avoir un impact, j'imagine, sur certaines orientations du film. Ah bah oui, je pense que le film, sans le Japon plus intime dont je parlais tout à l'heure, je pense que M6 ne s'en serait pas satisfait parce que ce n'aurait pas été un prime pour M6. Sur la salle, je ne sais pas, sur l'international, ça aurait eu un impact aussi parce qu'on avait vendu un working title à la française et que d'un seul coup, on avait un film qui était plus intime. Oui. D'ailleurs, je crois que le film s'est très bien vendu dans les ventes internationales, ça se passe très très bien. Alors, on a eu une chance quand même sur ce projet, c'est que les ventes internationales, on les a faites avant le confinement. Et on avait fait sur scénario de très bonnes ventes. Et donc, on n'en a pas fait beaucoup après le Covid, parce que les marchés internationaux sont sur plein de territoires sont sinistrés. Par exemple, on l'a pas vendu au Japon, alors qu'il y a quand même une partie au Japon. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le vendra jamais au Japon. On verra, ça prendra peut-être beaucoup plus de temps. Mais voilà, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Japon, il y a plein de territoires qui sont sinistrés. Heureusement, on avait sécurisé un certain nombre de territoires avant le Covid, ce qui nous a permis d'équilibrer entre la salle et l'international l'exploitation du film. De toute manière, j'imagine qu'il ira au Japon avec Unifrance, par exemple. Ça doit être déjà dans les tuyaux, non? Bah, je reviens du conseil de direction d'Unifrance où je leur ai bien fait comprendre qu'il était indispensable. Ça serait bien d'être au mois de juin au Japon. Voilà.
C'est super sympa en plus. Mais par rapport à... J'en ai perdu ma question, moi, par rapport à ça. Bon, mais c'est pas grave. Par rapport à l'économie, non? Oui, c'était par rapport à... Non, ouais, en fait, est-ce qu'il y avait un lien dans le fait que les ventes internationales se passent aussi bien? Est-ce qu'il y avait un lien dans le fait que, justement, les ventes à Francfort d'adaptation étaient très fortes, ou est-ce que c'est complètement décorrélé? C'est un peu décorrélé. On a bien sûr communiqué là-dessus, en donnant à chaque acheteur dans chaque pays le nom de l'éditeur, voilà. Mais c'est même la notion de best-seller, c'est-à-dire qu'on dit d'un livre que c'est un best-seller quand on a vendu 50 000 exemplaires, je crois. Mais moi, je me contenterai pas de 50 000 spectateurs sur un film. Donc, on n'est pas dans la même économie entre un livre et un film. Et donc, dans les pays dans lesquels le livre est sorti, où il a probablement fait des bons résultats, mais pas suffisamment pour que ça soit quelque chose qui permette de faire du marketing pour eux autour de ça dans les autres pays. Oui, et quand Eric l'a vendu à l'étranger, il l'a dit, c'est sur scénario. Le livre n'était pas encore sorti dans les pays. Donc il y avait, c'était à l'état de manuscrit. Pour ça que c'est un cas assez particulier. C'est un très beau cas, justement, parce qu'on est très, très devant. Oui, c'est ce que vous me disiez. C'est une sorte de cas d'école où tout le monde est... En fait, voilà, c'est la conjonction de désastres, enfin, en 2 mots. C'est-à-dire que tout le monde est bien à sa place. Tout, voilà, en fait, Et puis les spectateurs sont là, hein, en France. Ouais. Et d'ailleurs, puis après je vous laisserai la parole si vous avez des questions, mais la sortie, donc, ce qu'on disait, on est à 550 000, donc on va probablement atterrir vers les 600 ou quelque chose, un petit peu plus de 600. Et ça a été une campagne très innovante. Le film est distribué par SND, qui est une filiale d'M6, d'M6 Film, qui fait la distribution. Et en fait, ce film est sorti sans affichage. Oui, on a été un peu les cobayes sur cette campagne. Ensuite, moi, c'est une réflexion que j'ai depuis des années sur le fait que souvent, on a beaucoup d'affiches dans Paris, et puis si on a un film où on estime que l'exploitation n'est pas que parisienne, mais très nationale, et ben en fait, vous allez dans plein de petites villes ou moyennes villes, il n'y a pas du tout d'affiches. Donc, est-ce que cette dépense est vraiment pertinente? Chez SND, ils ont depuis des années, à l'inverse, ils militent pour beaucoup de pubs à la télé, ce qui était interdit avant le confinement et qui est quelque chose qui est autorisé depuis. Donc, c'est les premiers à militer là-dessus. Je pense qu'ils ont un intérêt économique de leur côté, qui est aussi parce qu'ils sont aussi une chaîne de télé. Donc, ce qu'ils investissent d'un côté, ils récupèrent de l'autre. En l'occurrence, ça n'a pas été complètement le cas parce qu'ils ont massivement investi sur la publicité télé sur France Télévisions, qui était une cible qui correspondait beaucoup au film. En fait, ce film est assez révélateur. Je pense que notre exploitation est assez proche de celle du livre, que vous n'avez pas vendu seulement en Fnac, mais aussi dans des grandes surfaces, dans des relais, enfin un peu partout, quoi. Et donc pas une exploitation seulement urbaine, grande ville et moyenne ville. Je trouve que la télé permet de toucher un spectateur qui va au cinéma, parce que pour certains films, la télé n'est pas forcément le meilleur moyen. Si par exemple vous faites une campagne massive pour, je dirais, Babylone par exemple, je pense que le spectateur Babylone est peut-être un peu moins un téléspectateur. C'est plus des gens qui vont au cinéma. Nous, on avait les deux en ayant la campagne télé, c'est-à-dire qu'on touchait des gens qui allaient au cinéma, mais aussi des gens qui iraient voir notre film. Et je sais plus ce que je voulais dire en fait. Enfin, tout ça pour dire qu'on a été assez innovant dans cette campagne, parce qu'il y a eu 0 affiche, si ce n'est devant les cinémas, où on avait un visuel, mais il n'y avait pas de campagne d'affichage. Et au final, le film a existé, donc ça veut dire que l'affiche n'est pas indispensable. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous les films, mais pour certains films, c'est le cas. Ce qui est intéressant, moi je trouve au final, il y avait une interview sur France Inter l'autre jour d'une journaliste qui disait que, en fait, il y a beaucoup de films qui font des scores incroyables aujourd'hui en province et qui font 0 à Paris. Or, on est encore sur des indicateurs très parisiens et les journalistes sont aussi très parisiens. Et que ces films-là, je pense aux Petites Victoires que j'ai oublié de citer tout à l'heure, par exemple dans les films du milieu, ces films-là qui peuvent faire des cartons, les Petites Victoires, ça va faire un million. Je pense que le film, au bout de 2 semaines, n'était pas joué à Paris. Nous, pareil, au bout de 3 semaines, on n'était pas joué à Paris. Donc il y a un spectateur qui s'intéresse au cinéma, mais qui ne va pas y aller par le biais de la presse. Et que donc cette presse-là, c'était une journaliste qui disait, a quand même une remise en question à avoir, parce que
leurs goûts ne ressemblent pas à ceux du public, et du coup en quoi ils peuvent être des bons prescripteurs, parce que c'est comme ça, le but de la presse, c'est quand même d'être prescripteur, c'est pas juste de casser des films. Donc en ce moment, il y a quand même une grosse remise en question de... Bon, c'est pas en ce moment, ça depuis 10 ans, la presse n'a plus le rôle qu'elle avait, puisque en fait, comme les gens ils lisent maintenant en numérique, ils regardent plus la moyenne presse sur Allociné que les différents articles dans les journaux respectifs. Donc voilà. Merci. On aurait dû garder Xavier Le Herper pour répondre à la question de la critique, puisqu'il était à la table, il modérait la table ronde juste avant. Julien, au moment où le film sort, est-ce que c'est quoi l'état d'esprit? Alors, je sais que tu as beaucoup participé à la promotion du film. J'en étais le témoin direct parce que vous étiez venus ensemble et avec Alexandra à un événement qui est organisé par le Film Français. Tu as été très présent sur la promotion du film. Donc, le jour où le film sort, t'es un peu détaché ou t'es aussi tendu que le reste de l'équipe du film? Ah non, j'étais tendu. Mais déjà, déjà, je suis tendu de manière générale. Donc, quand j'ai un livre qui sort, enfin, c'est pareil. Donc effectivement, oui, non, bien sûr, j'étais tendu aussi, mais notamment parce que, en fait, moi, j'aimais beaucoup. J'ai toujours, enfin, dès que j'ai vu le film, je l'ai aimé, et donc j'avais envie aussi que notamment les lecteurs qui avaient aimé mon livre, l'aiment aussi, parce que finalement, je trouvais que c'était un prolongement. Et puis aussi, je trouvais que le travail qui avait été fait par toute l'équipe était formidable, et donc j'aurais trouvé ça hyper injuste que le film, j'aurais été très déçu même pour eux, en plus de l'aide pour moi, mais pour tout le monde, parce que je me serais dit, c'est vraiment injuste d'avoir mis autant de talent et et d'avoir un objet qui est super et que les gens ne le voient pas. Donc voilà, ça m'aurait, je pense, déçu. Donc ouais, j'étais tendu, évidemment. Je vais rétro-pédaler, pardon. Je vais revenir dans le temps et au choix du réalisateur ou de la réalisatrice. En fait, Lisa Azuelos, il fallait une femme pour réaliser Les Chambres des Merveilles? Je pense pas qu'il fallait absolument une femme, mais c'est vrai qu'un regard féminin sur Alexandra Lamy, en tout cas une actrice, était quelque chose auquel on a tout de suite pensé, parce que il y a une forme de miroir entre la réalisatrice et l'actrice dans ce film. Je pense que notamment on a pensé à Lisa Azuelos parce que il y avait quelque chose sur la transmission, sur la maternité qui faisait partie de l'ADN de ses précédents films. Donc il y avait une certaine évidence. Ensuite, je ne pense pas que c'était indispensable que ce soit une femme qui réalise le film. Je pense qu'on a même eu d'autres idées d'ailleurs. D'ailleurs, ça se trouve, quand on s'est rencontrés sur le projet, on vous a cité d'autres noms que Lisa Azuelos. Histoire de... Non, je pense qu'on a fait de l'esbrouf à ce moment-là. On a dû dire qu'on avait, je sais pas... Nakash Toledano. Oui, voilà. C'est une fois qu'on a eu le scénario qu'on a commencé vraiment à réfléchir à qui pouvait réaliser le film, puisque le scénario donne le livre, il y a le livre d'un côté, mais c'est vraiment le scénario qui va donner l'envie à un réalisateur de s'embarquer sur un projet. Et donc il fallait que la couleur du scénario, on la jauge avant de pouvoir le confier à qui que ce soit. Voilà. En l'occurrence, c'est mon associé Philippe qui connaissait Lisa depuis l'adolescence et qui lui en a parlé comme ça à un dîner, juste pour dire ce qu'il faisait. Et elle a dit, ah bah fais-le-moi lire. Elle a lu sur son iPhone et le lendemain elle était dans l'aventure. Voilà. Alors que normalement elle écrit ses films. Alors que c'est le premier film qu'elle fait sur commande. Et ce film, et là où c'est une belle histoire, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de films dans le cinéma français qui reposent sur une table avec 4 pieds. C'est-à-dire qu'on a quand même d'un côté un auteur avec son roman, on a des scénaristes qui ont donné leur propre vision, on a un producteur qui a essayé de rassembler tout ça et un réalisateur. Et il n'y a pas beaucoup cette équation-là dans le cinéma français. Et quand tout ça est fluide et qu'on y arrive, ça donne souvent des films réussis. Je pense à L'Arnaqueur, c'est le cas de La Famille Bélier aussi, Demain tout commence. Enfin, ça permet, chacun va y mettre le maximum et le producteur, lui, est là pour faire le passe-plat entre ces différentes personnes. On en revient à ce que tu disais, Philippe. C'est voilà, les bonnes personnes au bon endroit. Oui, je crois que c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Alors, on peut vous faire passer un micro. Celui-ci ne fonctionne pas. Ok. Celui-ci fonctionne.
Merci. C'est pas très Covid-friendly, mais tant pis. Moi, je travaille avec Philippe dans l'édition chez Hachette et Calman Lévy notamment. Et non, j'avais une question par rapport, parce que je vois que vous, en tant que scénariste, vous êtes hyper impliqué. On parle souvent de la trahison des auteurs dans les adaptations, mais là, je me demandais, est-ce que parfois les scénaristes se sentent trahis par la réalisation in fine? Toujours aussi. Je me précipite sur le micro. Non, souvent, oui, bien sûr, ça arrive. Non, souvent, j'exagère, mais non, j'exagère. Mais ça arrive. En fait, c'est pareil. C'est ce que dit Eric. C'est il y a une rencontre ou pas avec un réalisateur, et puis après, nous, quelque part, le scénariste disparaît à un moment de l'équation parce qu'il y a le tournage. Parce que sur un tournage, un scénariste, il gêne un peu tout le monde, et donc du coup, on disparaît. On peut réapparaître parfois au montage, mais ça, parce que ça se réécrit un film au montage, mais ça dépend vraiment de la relation qu'on a. Nous, en l'occurrence, avec Lisa, il y a eu très peu de contacts parce qu'elle a vraiment adoré le scénario au départ, et on retrouve vraiment le scénario à 95% dans ce qu'on voit à l'image. Donc, mais oui, ça arrive de se sentir trahi, bien sûr. Ouais. Après ça fait partie du métier. J'ai envie de dire que c'est la base du métier. C'est que quand on est scénariste, c'est une écriture qui est quand même assez technique, et à l'arrivée, ce qu'on écrit, alors il y a beaucoup de scénaristes qui disent que c'est une œuvre, mais si c'est une œuvre, c'est surtout un outil, un scénario. C'était le but de ma question, c'est que je vous trouvais très impliqué dans les choix, les partis pris d'adaptation. Parce qu'on essaye, parce que c'est toute l'ambivalence de ce métier. C'est qu'on y met évidemment énormément, et qu'après ça, c'est évidemment transformé par le metteur en scène, mais par toute l'équipe, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les comédiens, les techniciens, tous les talents d'un film vont transformer les choses. Et il y a plein d'occasions où vous avez des merveilleuses surprises. Voilà, des fois, il y a des déceptions, mais pour le coup, moi, je trouve que c'est très inhérent à ce métier, et que si vous ne pouvez pas encaisser ça, il faut changer de métier, ça c'est sûr. Mais la sensation que vous avez, elle est quand même aussi beaucoup due au fait qu'on était avec un producteur pour qui le scénario était vraiment central à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a des producteurs qui vont faire arriver un réalisateur très tôt et puis qui vont lui dire prends le scénario, fais-en ce que tu veux, etc. Et Eric, il est très, très garant de ce qu'on faisait. Il nous a beaucoup à la fois accompagnés, protégés. Donc c'était un outil qui était très important pour lui. Merci. Est-ce que vous avez une dernière question ? Sinon, on vous libère. Oui. Non, je crois. Très bien. Mais écoutez, on va être quasi ponctuel, et je vous remercie tous les 5 d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous d'avoir été là.